Abdou Namba est le nouveau directeur général de la Sodecotton. Cet ingénieur agronome en service au ministère de l'Agriculture et du Développement rural est donc celui qui présidera désormais aux destinées de cette entité publique. Nommé dans un contexte marqué par des démissions en cascade, mais également des interpellations, cet ingénieur aura donc la lourde responsabilité de renflouer les caisses de la Sodecotton qui présentent un déficit de près de 9 milliards de francs CFA. Et puis Obama, de nouveau en Afrique, le chef d'État des États-Unis se rendra donc d'ici vendredi prochain en Afrique. 3 périples vont ponctuer cette visite de Barack Obama. On parle d'une visite qui débutera du côté du Sénégal. Barack Obama se rendra ensuite en Afrique du Sud, puis en Tanzanie. 3 pays choisis selon Washington pour leur caractère démocratique. Voilà pour le sommaire de la vraie émission sur les antennes d'LTM Télévision. Je rappelle que nous sommes le mercredi 26 juin 2013 et c'est un plaisir et un privilège pour moi de vous recevoir dans le cadre de ce programme. J'imagine que vous êtes toujours aussi nombreux à faire confiance à ce programme et à LTM Télévision. Tout de suite, la première transition de ce programme, ce sont les potins. Voilà les potins, on parle de la piraterie maritime et le SOS de l'Afrique à l'ouverture du sommet qui s'est déroulé le 24 juin ici à Douala. Les chefs d'État de la CEDEAO et les chefs d'État de la CEAC ont émis le vœu que les puissances occidentales puissent désormais leur apporter leur aide dans la réduction significative de la piraterie. C'est en tout cas le dénominateur commun des différentes allocutions qui ont ponctué l'ouverture de ces assises qui réunissaient pour l'occasion pas moins de 11 chefs d'État sur les 24 qui étaient attendus à Yaoundé. Il faut dire que l'inertie, le laxisme et puis les querelles de leadership dans la sous-région ont ouvert un chénal depuis des lustres aux flibustiers armés jusqu'aux dents dont les actions criminelles ont fini par rendre les aires maritimes du golfe de Guinée hautement criminogènes. La riposte a donc été élaborée du côté de Yaoundé. Nous pensons éventuellement que c'est une riposte qui pourrait être orchestrée avec les puissances étrangères. Parmi les résolutions qui ont ponctué ce sommet-là, on parle de code de bonne conduite, on parle également des mesures répressives des pirates, on parle des vols à main armée qu'il va falloir éradiquer, on parle également des répressions à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites qui menacent donc ces pays du golfe de Guinée. Parlons de tout à fait autre chose à présent pour indiquer que l'opération Épervier continue à suivre son cours. On vous parle cette fois-là de l'épître de Iya Mohamed. Après l'abondante activité épistolaire de Marafa Amidou Yaya, eh bien, Iya Mohamed également a saisi le chef de l'État dans une missive datée du 3 avril 2013, dans lequel le président de la Fédération camerounaise de football dit sa part de vérité, en tout cas en ce qui concerne les détournements de deniers publics au niveau de la Sodecotton. Le journal nous explique que Iya Mohamed a donc écrit au chef de l'État pour décrier la situation dans laquelle il vit. D'après les informations relayées par les différents tabloïds, il s'agit donc du rapport qui le mettait dans une situation peu confortable, un rapport qui a été rendu public par le CONSUPE, rapport qui faisait état de sa gestion entre 2005 et 2008. D'autre part, semble Iya Mohamed, à travers en tout cas sa détention, semblait voir à travers cette lettre-là, croit savoir certains tabloïds, un dessin messianique relatif à son incarcération. Iya qui est donc depuis le 19 juin incarcéré à la prison centrale de Yaoundé. Plusieurs chefs d'accusation plaident en sa défaveur. On rappelle qu'il reste néanmoins le président de l'instance fêtière du football camerounais. Il a été reconduit au thème de l'Assemblée générale élective qui s'est tenue le 19 juin du côté de la Fédération camerounaise de football. Parlons de sanctions à présent pour parler de cette sanction qui frappe Express Union. La Commission nationale du ministère du Commerce a donc décidé de rendre son verdict dans un contentieux les opposant la société Express Union à Express Exchange. D'après la Commission, Express
Express Union doit verser pas moins de 500 millions de francs CFA à l'État du Cameroun, représentant à peu près 20% de son chiffre d'affaires en 2010. Les journaux en tout cas nous indiquent par ailleurs que Express Union et EMI Money sont à travers ce verdict-là sommés également de verser la somme de 25 millions de francs CFA à Express Exchange. Le journal nous parle également de la suspension des accords signés entre les deux entités, nous indiquant qu'il s'agit là d'une application relative aux lois régissant le code de concurrence sur le marché camerounais. Le journal nous indique par ailleurs que les différentes entités financières qui ont donc été sanctionnées sont Express Union et EMI Exchange. Reste à savoir donc si ces sanctions de la Commission nationale siégeant au niveau du ministère du Commerce sera effectivement appliquée compte tenu des voies de recours des différentes entités financières qui ont été mises en accusation. Parlons de toute autre chose à présent pour parler de la corruption au niveau de l'instance faîtière du football et ce dribble de Marlène Nvutu attendu pour être entendu. C'était hier. Marlène Nvutu ne s'est pas rendue auprès de la commission de discipline et d'éthique et de règlement de litige de la FECAFOOT. La candidate malheureuse a dit qu'elle s'était présentée par ailleurs auprès des instances judiciaires de Yaoundé pour une autre affaire. Il faut dire que depuis le début de cette affaire de pots de vin, lors du scrutin du 19 juin 2013, plusieurs membres statutaires de l'instance faîtière du football ont été auditionnés par les fins limiers du secrétariat d'État à la Défense. Certains ont même indiqué que plusieurs de ces personnes présumées auraient, à l'issue de l'interrogatoire qu'ils auraient donc effectué du côté du CED, auraient donc remis la somme indûment perçue, info ou intox. Difficile à dire, mais la polémique continue de s'enfler autour de ces fameux pots de vin, ce de temps que Marlène Nvutu, sur l'un de ces sites, aurait publié une série d'allégations qui ferait aujourd'hui mouche. Et on parle également de nombreuses plaintes pour diffamation qui ont été portées par les différentes accusées dans le cadre de cette affaire. On parle des droits d'auteur pour indiquer que depuis lundi, en effet, les artistes musiciens camerounais passent à la caisse. Sauf qu'il y a un véritable problème, c'est que plusieurs artistes dans la région du littoral n'ont pas pu avoir accès à leurs gains, ce qui les a visiblement courroucé. C'est en tout cas ce que l'on peut décliner à travers ces droits d'auteur-là. Il faut rappeler qu'il s'agit des droits relatifs au reversement, la quote-part de la CRTV qui a été reversée au niveau de la SOCAM, la Société camerounaise de gestion de l'art musical. On parle de la crise actuellement en République centrafricaine où éventuellement la Centrafrique s'enlise dans une autre violence. La tension est montée d'un cran à Bangui. La présence militaire a été renforcée dans les rues de Bangui. Plusieurs administrations publiques et établissements scolaires sont restés fermés en début de semaine. Plusieurs coups de feu ont d'ailleurs été entendus sous le ciel de Bangui. Monseigneur Dieudonné, évêque de Bangui en séjour en France, a tenu d'ailleurs à rencontrer pour l'occasion les représentants des ministres du ministre des Affaires étrangères françaises pour sans doute susciter des réactions de la France. Le coup d'État de mars dernier semble avoir véritablement plongé la République centrafricaine dans des situations inquiétantes, dans des violentes inquiétantes également. Je voudrais qu'on parle actuellement du Mali pour indiquer que Modibo Diarra se présentera aux présidentielles qui sont prévues le 28 juillet 2013. Les élections sont en cours du côté du Mali. On enregistre déjà pas moins de 16 candidatures de candidats potentiels au poste suprême. L'on parle donc de cette candidature de l'ancien ministre du Mali et astrophysicien Cheikh Modibo Diarra. Et puis, on parle à présent de Mandela, qui est entre la vie et la mort. Le symbole de la lutte contre l'apartheid se porterait d'ailleurs très mal. Âgé de 95 ans, eh bien, Mandela est dans une situation extrêmement grave. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les mauvaises nouvelles ne sont plus à craindre pour ce qui est de son état de santé. Toute la population sud-africaine, d'ailleurs, s'est mobilisée autour de l'homme fort pour essayer quelques incantations et quelques prières. Voilà, on parle
tout de suite d'Obama qui effectue donc une tournée en Afrique en indiquant que 3 étapes vont ponctuer ce déplacement du chef d'État des États-Unis qui l'effectuera d'ici vendredi prochain. 3 étapes primordiales donc. Ce sera le Sénégal, ce sera l'Afrique du Sud et puis la Tanzanie. 3 étapes qui ne sont pas forcément du goût de l'ensemble des chefs d'État d'Afrique qui auraient souhaité voir Barack Obama sur leur terre. Mais on parle également de ces différentes étapes-là en indiquant qu'il s'agit des étapes hautement importantes puisque Barack Obama pourra nouer des rapports commerciaux avec ces différents États en indiquant que depuis plusieurs années, la Chine est le véritable investisseur qui fait justement front aux États-Unis en termes de conquête des différents marchés en Afrique. Voilà pour le sommaire des potins. Tout de suite, Madame, Monsieur, nous allons vous entraîner très rapidement vers la deuxième articulation de ce programme. Il s'agit de l'invité. C'est après cette courte transition. Notre invité est un spécialiste du droit. Il est introduit dans le monde du football puisqu'il est également agent de joueur. Il a également des convictions politiques puisqu'il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître Désiré Sikati, bonsoir et bienvenue dans le cadre de la vraie émission. Bonsoir Yves Sanjo, c'est un honneur pour moi, un plaisir immense de me retrouver sur votre plateau et de pouvoir répondre aux questions que vous allez me poser. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, Maître Sikati, est-ce que c'est facile de concilier 3 responsabilités qui sont aux antipodes? Bon, je ne pense pas que les 3 responsabilités sont aux antipodes. Je suppose que vous voulez parler de le fait d'être avocat, agent de joueur et également homme politique. Et je pense déjà que pour ceux qui connaissent un peu la profession d'agent de joueur, il n'y a pas une véritable frontière entre le métier d'avocat et la profession d'agent de joueur. En ce qui concerne l'homme politique, vous savez très bien qu'il est courant pour beaucoup d'hommes politiques dans le monde d'être en même temps des avocats, parce que vous savez que le but de la politique, c'est de concourir au bien-être social. Donc, concourir au bien-être social, je ne pense pas que ce soit trop différent du métier de l'avocat au quotidien qui consiste à défendre des gens qui sont dans le besoin d'être défendus. Merci Maître Sikati en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir répondu d'ailleurs de manière aussi ponctuelle à cette invitation de la vraie émission. Tout de suite, je vous propose très rapidement que l'on fasse une seconde halte pour accueillir la prochaine articulation de cette émission. Voilà, je l'ai indiqué à l'entame de ce programme, vous êtes agent de joueur FIFA depuis 2009. La première question qu'on voudrait très rapidement vous poser, Maître Sikati, est-ce que être agent de joueur aujourd'hui au Cameroun sert à quelque chose? Bon, bien sûr que l'agent de joueur sert à quelque chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité pour cette profession parce que malheureusement, le football camerounais se retrouve aujourd'hui dans un contexte de, je peux dire, de décrépitude. Décrépitude sur le plan organisationnel, décrépitude des infrastructures sportives, décrépitude de la qualité du jeu, décrépitude même de l'entraînement, décrépitude de tout. Et vous savez, l'agent de joueur ne peut être efficace que dans un contexte où le football est vraiment développé sur tous les plans. Aujourd'hui, on a une véritable crise organisationnelle qui a envahi le milieu du football et forcément l'agent de joueur doit en pâtir. Quand vous avez des dirigeants qui se chamaillent au quotidien, ils ne peuvent pas se concentrer sur les politiques de formation des jeunes joueurs. Et lorsque vous avez des jeunes joueurs qui ne sont pas formés, forcément l'agent de joueur, il ne pourra pas être sorcier pour sortir des bonnes pépites. Il aura forcément à sa disposition des joueurs qui ont des limites sur le plan sportif. Alors, Maître Désiré Sikati, on va y revenir de fond en comble. Juste pour rappeler à l'endroit de nos téléspectateurs, commençons par la définition de quelques expressions. Un agent de joueur, c'est qui exactement? Un agent de joueur, c'est un intermédiaire. Déjà, il faut faire le distinguo. Il y a 2 types d'agents. Il y a les agents licenciés et les agents non licenciés. L'agent de joueur licencié, c'est celui qui a passé un examen qui est organisé chaque année par la Fédération internationale de football association, je veux parler de la FIFA, et qui est organisé dans les pays membres, disons pas dans les fédérations membres. Donc, lorsque vous passez votre examen, vous devenez agent de joueur. Pour passer l'examen, il faut avoir au minimum 15 sur 20 pour devenir agent de joueur. À côté des agents de joueurs licenciés, c'est-à-dire ceux qui sont reconnus et par la Fédération nationale de football, qui est membre de la FIFA, et
par la Fédération internationale de football. Je veux parler de la FIFA parce que quand vous voyez les agents de joueurs licenciés, leur liste est publiée sur le site officiel, le site internet de la FIFA. Par contre, vous avez à côté de cela des agents autorisés, c'est-à-dire le joueur n'est pas obligé de faire recours à un agent. La première chose, c'est qu'il peut décider de discuter de son contrat tout seul avec le club. Mais étant donné quand même que l'environnement de la discussion du contrat est assez compliqué, parce que généralement les contrats sont rédigés en des termes techniques avec beaucoup de mots juridiques, bon, il est beaucoup plus indiqué pour le joueur de faire recours à un agent, parce que l'agent, il est formé pour ça, il est disponible. Donc, vous avez également les agents autorisés. Qu'est-ce que c'est qu'un agent autorisé? Un avocat, par exemple, c'est un agent autorisé. C'est-à-dire, c'est un agent qui n'est pas, sur le plan disciplinaire, responsable devant la Fédération internationale de football association, mais qui est tout de même reconnu parce que le joueur a le droit de le mandater pour défendre ses intérêts. L'agent de joueur, c'est quelqu'un qui peut être l'intermédiaire du joueur avec un club, ou bien l'intermédiaire entre un joueur, le mandataire du joueur dans les relations avec un club. Il peut également être le mandataire d'un club. Ça veut dire qu'un club qui veut transférer un joueur ou bien qui veut amorcer des discussions préalables pour le transfert d'un joueur peut faire recours à l'intervention d'un agent de joueur pour la discussion. Alors, maître, il se dit également quand même qu'être agent de joueur, c'est assez onéreux, rassurez-moi. Tout le monde peut être agent de joueur parce qu'on parle quand même d'une somme de près de 500 000 francs qu'il faut débourser pour être agent de joueur. Est-ce vrai ou faux? Non, déjà c'est vrai, mais il faut faire une précision. On ne débourse pas 500 000 francs pour être agent de joueur. Au Cameroun, vous savez, les textes de la FIFA ont laissé la latitude à chaque fédération nationale de déterminer les frais de participation à l'examen d'agent de joueur. Il s'avère que la FECAFOOT a fixé le montant à 500 000. Mais quand vous payez 500 000 francs de frais d'examen, ça ne garantit pas le succès à l'examen. Si vous manquez votre examen, vous ne serez pas remboursé de vos 500 000 francs. Donc, on ne peut pas dire que lorsque vous payez 500 000 francs, c'est pour être agent de joueur. 500 000 francs, c'est pour les frais de concours. Une fois que vous devenez agent de joueur, au cas où vous avez eu la possibilité de réussir votre examen, vous devez souscrire une assurance pour couvrir votre responsabilité. Parce que dans le cadre de votre contrat avec les clubs, avec les joueurs, dans le cadre de vos rapports avec les tiers, dans votre activité d'agent de joueur, vous pouvez causer des torts à des individus, il faut bien couvrir. Et comme l'ampleur du dommage peut souvent dépasser la fortune de l'agent de joueur, il est donc indiqué dans les textes de la FIFA qu'il faut une couverture d'assurance. L'agent de joueur doit avoir une assurance, on appelle ça une assurance des responsabilités professionnelles. Est-ce que monsieur tout le monde peut être agent de joueur, maître? Monsieur tout le monde peut être agent de joueur à côté de... Est-ce qu'il n'y a pas un profil défini pour... Non, il y a un examen. Il y a un examen, il y a des conditions de fond, il y a des conditions de forme. Bon, les principales conditions, par exemple, c'est tout simplement qu'il faut, par exemple, il ne faut pas avoir été condamné. Je pense que ça, c'est la condition qui peut faire en sorte que tout le monde n'ait pas accès. Il faut ne pas avoir été condamné. Pour preuve, lorsque vous déposez votre dossier de candidature, il faut un bulletin numéro 3, un extrait du casier judiciaire qu'on appelle le bulletin numéro 3, qui atteste de ce que vous n'avez pas fait l'objet d'une quelconque condamnation pénale. Mais à côté de ça, je pense que le reste, c'est des conditions de portée générale qui sont accessibles à tout le monde. La profession d'agent de joueur, ce n'est pas une profession fermée, c'est une profession qui est ouverte, sous réserve de respecter les conditions qui sont posées par le règlement des agents de joueurs. Je veux dire, avoir par exemple, quand on dit à un Camerounais pour être agent de joueur, les conditions de forme, il faut être domicilié, avoir un certificat de domicile où vous êtes domicilié au Cameroun, il faut être de nationalité camerounaise, il faut payer une caution de 500 000, il faut avoir un extrait de un casier judiciaire vierge. Je ne pense pas qu'il s'agit des conditions qui empêchent des gens de pouvoir concourir. Donc, à côté de ça, vous avez un examen. La loi dit, le règlement de la FIFA des agents de joueurs dit, il faut avoir 15 sur 20. Le minimum, c'est 15 sur 20 pour passer. C'est pas un peu excessif? Non, mais je pense que la FIFA a prévu cela parce qu'il est question de s'assurer que les postulants à la fonction d'agent de joueur ont vraiment les compétences intellectuelles requises. Parce que si vous passez un examen avec 15 sur 20, ça veut dire qu'en principe, vous devez maîtriser au moins 75% des règlements qui régissent le football. Parce qu'il ne faut pas aussi avoir, des aventuriers qui viennent, font miroiter au club et aux joueurs qui sont des agents de joueurs parfaits connaisseurs des textes, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Donc, je pense que c'est à raison que la FIFA a dit cela. Et puis, vous savez très bien qu'il y a des grandes écoles au Cameroun où pour y avoir accès, pour passer le concours, il faut avoir 14-15. Donc, je pense que quand on met une barre minimale
en dessous de laquelle on doit parler, c'est tout simplement pour avoir des élus qui ont le mérite et qui ont le niveau. Alors, vous l'avez dit à l'entame de ce programme, l'agent de joueur au Cameroun ne nourrit pas son homme. Tout de même, on est tenté de vous demander pourquoi vous y restez. Ben, j'ai dit, vous pouvez choisir de faire un métier par conviction. Vous savez, dans ce pays, avec la dévalorisation salariale, après les années 90. Vous avez eu des enseignants qui se sont retrouvés dans une posture difficile, une posture alimentaire compliquée. C'est-à-dire, au quotidien, il est difficile pour eux de joindre les deux bouts. Mais ce sont des gens qui sont devenus enseignants parce qu'ils avaient l'enseignement dans l'âme. Ils adorent l'enseignement. Ce sont des passionnés. Jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours des enseignants. Vous voyez. Donc, je veux tout simplement dire qu'on peut exercer un métier par passion sans tout simplement dans un contexte comme celui du Cameroun aujourd'hui, où la course vers la patte du gain est quand même la principale motivation des uns et des autres. Vous tenez ce type de discours-là? Non, mais je veux dire, la course vers la patte du gain ne doit pas nous empêcher d'avoir un minimum de morale dans les actes qu'on pose au quotidien. Maintenant, si vous voulez que l'argent soit votre seul cheval de bataille, il le sera. Mais vous serez tenté de courir pour avoir cet argent-là à tous les prix. C'est-à-dire, si on vous dit pour avoir l'argent, vous devez couper la tête d'un enfant de 5 ans, celui qui veut l'argent à tout prix va le faire. Mais vous pouvez aussi décider d'avoir l'argent un moyen de survie. Si vous l'avez, vous vivez. Si vous ne l'avez pas, vous trouvez d'autres moyens de survie. À ce moment, bon, si vous êtes agent de joueur et que vous n'avez pas un portefeuille plein, bon, vous pouvez vous dire, demain, ça viendra, vous travaillez. Vous savez, il faut prendre de la patience dans la vie et travailler. Désirer cication, on l'a compris, ça veut dire que vous y êtes par passion. Bien sûr, par conviction également, par passion. Et non pour l'argent que ça fait. Non, non. On vous a compris, mais tout de suite, j'ai envie de vous poser une seconde question pour essayer de dissimuler un peu l'ombre ou alors le nuage autour de 3 professions au sein de cette sphère-là. On parle d'agent de joueur, agent de match et manager. La confusion dans l'esprit des Camerounais. Agent de joueur, vous l'aviez indiqué tout à l'heure, qui est agent de joueur, agent de match, c'est qui manager? Parce que dans le sport au Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que tout ça, c'est la même chose. Donc, mais disons tout simplement, je vais commencer par la notion de manager. Vous savez, le manager, il n'est pas reconnu par les textes de la FIFA. Le terme manager, c'est un terme de portée générale. C'est un terme conceptuel qui a été créé dans le vocabulaire ordinaire pour désigner les intermédiaires. Vous avez des managers dans le domaine artistique. Par exemple, si vous êtes musicien, si vous êtes artiste, et que vous avez quelqu'un qui parle pour votre compte, généralement, qui négocie vos contrats, on l'appelle un manager. Et dans le concept de football, l'agent de joueur peut être entendu comme un manager, c'est-à-dire sur le plan du vocabulaire général, c'est un manager. Mais l'agent de joueur, le concept, je pense que je vous l'ai donné tout à l'heure, l'agent de joueur, lorsqu'il est licencié, c'est celui qui est reconnu par la FIFA parce qu'il a passé un examen. L'agent autorisé, c'est celui qui est, disons, le joueur autorisé à faire recours à lui, même si la FIFA n'est pas responsable de l'application de la discipline sur sa tête. Mais à côté de tout ça, vous avez aussi les agents de match. L'agent de match est différent de l'agent de joueur en ce sens qu'il est un intermédiaire qui intervient seulement pour organiser des matchs entre des équipes. Ça peut être des équipes nationales, ça peut être des équipes locales, c'est-à-dire des clubs. Généralement, les matchs qui sont organisés par les agents de joueurs sont des matchs de préparation, pas les agents de match, pardon, des matchs de préparation, des matchs de mise en forme. Quand il s'agit d'un match officiel, l'agent de match ne peut pas l'organiser, tout simplement parce que les matchs officiels sont organisés soit par la FIFA, soit par la confédération qui est membre de la FIFA, soit par la fédération nationale, ou encore au sein de la fédération nationale, soit par une ligue. Donc vous voyez, l'agent de match, c'est celui-là. Un agent de match, par exemple, il peut décider d'organiser un match entre Tonnerre de Yaoundé et Marseille de France. C'est ça un agent de match. Étant donné que dans l'organisation de match, il y a forcément de l'argent qui sera produit, l'agent de match sera payé sur cet argent qui sera produit et sur la base d'un contrat qu'il a conclu avec son mandat. Alors, certains agents de joueurs sont taxés d'être des escrocs. Hein? Ça, c'est vrai. Alors, vous en avez quelques cas comme ça qu'on peut citer. Est-ce que cela ne déteint pas sur l'activité d'agent de joueur, justement? Mais attendez, il faudrait déjà comprendre que le métier d'agent de joueur n'est pas un métier à part, c'est un métier de société. Dans lequel il y a quelques brebis. Voilà, donc je veux tout simplement dire que c'est comme tous les métiers. Vous êtes certainement un brillant journaliste, et vous savez très bien que même dans votre profession, tout le monde n'est pas forcément recommandable. Mais ce qui est quand même bien à préciser chez les agents de joueurs, c'est que
la FIFA s'est arrangée pour que les agents de joueurs ne soient pas au-dessus de la discipline. La FIFA s'est arrangée pour que les agents de joueurs respectent des valeurs éthiques dans l'activité qu'ils pratiquent au quotidien. Il y a un code disciplinaire qui peut être appliqué par la fédération nationale à laquelle appartient l'agent de joueur. Si la fédération est complaisante vis-à-vis de l'agent de joueur parce qu'il a de l'entre-gens avec les dirigeants, la FIFA peut s'auto-saisir et sanctionner l'agent de joueur qui est véreux. Mais le problème qui se pose c'est le suivant, c'est-à-dire vous avez une catégorie de personnes non identifiées qui se passent pour être des agents de joueur, c'est-à-dire des individus qui arrivent un matin, vous disent « je suis agent de joueur », alors qu'en réalité, ils ne sont pas reconnus par la FIFA. Et duper quelques voilà, familles. Ils trompent les parents et puis bon... Alors, est-ce qu'il y a des voies de recours pour ces personnes-là, pour ces familles qui sont trompées par ces gens qui se prévalent, qui portent la casquette d'agent de joueur? Je vais prendre l'exemple de Marlène Eboutou. Aujourd'hui, elle est empêtrée dans un certain nombre de faits, mais vous vous souvenez qu'il y a aussi, j'ai appris sur les médias, qu'un certain nombre de parents ont déposé des plaintes contre Marlène Eboutou parce qu'elle aurait reçu de l'argent avec la promesse de faire partie des joueurs à l'étranger. Ça veut dire, si Marlène l'a fait véritablement, elle s'est mise dans la posture de ces agents usurpateurs. Vous voyez? Parce que si... Dans un autre contexte, on va vous dire, on a vu un agent qui a pris l'argent et puis il n'a pas fait le travail. Et c'est exactement ce qui est reproché à Marlène Eboutou, qui est souvent reproché à beaucoup de gens. Quand vous êtes je connais des agents qui ont été poursuivis devant la fédération, devant la commission de discipline de la Fédération camerounaise de football. Bon, il y a des décisions qui ont été rendues. Je pense que le dernier cas en date, il a tout simplement été acquitté parce que les faits n'étaient pas établis. Mais je veux tout de même dire que les agents de joueurs ne sont pas au-dessus des règlements de la FIFA. Comment on fait pour assainir votre secteur d'activité, en tout cas celui d'agent de joueur? Qu'on procède comment? Vous aviez indiqué tantôt qu'il y a pas mal d'individus véreux qui intègrent ce milieu-là et cette profession-là, qui ne sont pas des personnes identifiées. On fait comment? On laisse ces gens continuer à extorquer les familles? Non, il faut faire une précision. C'est un peu comme si vous êtes journaliste. Aujourd'hui, avec les modifications de la loi sur la communication sociale, on a prévu qu'il y a une carte de presse qui doit être remise à un journaliste pour qu'il soit considéré comme tel. Si vous avez maintenant un individu qui arrive, qui n'a pas sa carte de presse, qui n'a même pas eu une formation scolastique de journaliste, qui fait passer pour un journaliste... Même s'il invoque pour la carte de presse le fait que la commission soit en hibernation depuis près de 2 ans? Non, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai pris tout simplement l'exemple. Je ne dis pas que tous les journalistes actuellement ont la carte de presse. Je prends un exemple, je dis, prenons l'hypothèse où il n'y a pas d'hibernation au niveau de la commission qui doit attribuer les cartes de presse. Prenons l'exemple où les cartes de presse sont attribuées. Si vous avez un individu qui arrive comme ça, il sort de nulle part, il se fait passer pour un journaliste, il pose des actes, il arnaque les gens. Après, vous ne pouvez pas dire que c'est tous les journalistes respectables qui ont leur carte et qui sont reconnus, qui doivent être comptables des actes posés par ce journaliste usurpateur. Donc, c'est pratiquement la même chose chez les agents de joueurs. Vous avez des individus qui ne sont pas connus, qui se font passer pour des agents de joueurs au quartier, sont des usurpateurs. Je voudrais dire aux parents, aux enfants, que lorsque quelqu'un se présente auprès d'eux, soi-disant avec la casquette d'agent de joueur, ce qu'ils doivent faire, c'est se rapprocher de la Fédération camerounaise de football. À défaut de se rapprocher de la Fédération camerounaise de football, allez sur le site de la FIFA, www.fifa.com, ou le site de la FECAFOOT, www.fecafootonline.com. Vous allez avoir la liste des agents de joueurs. Si cette personne n'est pas là, c'est qu'elle n'est pas recommandable. Alors, c'est clair, vous n'êtes pas un usurpateur. Parlez-nous des dossiers que vous avez traités en tant qu'agent de joueur. Ben, déjà, je vous ai dit que quand je deviens agent de joueur, je ne deviens pas agent de joueur forcément pour traiter les dossiers. Quand je deviens agent de joueur, je me rends compte, lors d'une émission de sport, qu'il y a des clubs qui sont impliqués dans des affaires de transfert et qui ne maîtrisent pas l'environnement ou bien le monde juridique du football. À cette époque, moi-même, je n'étais pas encore expert. Je me dis, il faudrait peut-être penser à aider ces gens-là pour qu'ils ne soient plus en détresse. Voilà comment je me dis aussi, pour les aider, comment faire? Il faut avoir un niveau de connaissance acceptable en matière de la réglementation du foot. Je décide donc de passer l'examen des agents de joueurs. Pas forcément pour transférer les joueurs, mais parce que je voulais m'assurer que je connais quand même les textes. Vous voyez? Donc, c'est quand j'ai réussi l'examen que je m'investis. Maintenant, je retrouve des joueurs au quotidien. Je reçois des joueurs au quotidien. Tous les jeunes joueurs veulent partir à l'étranger, mais c'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle une fois, j'étais en Allemagne. Je discutais avec un intermédiaire, un directeur sportif d'un club allemand, pour lui proposer un gardien de but. Vous savez ce qu'il m'a demandé?
Il m'a demandé si le gardien de but a au moins 1,98 m. Vous voyez, ils m'ont demandé les vidéos du gardien de but. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est difficile, dans le contexte de la professionnalisation du football international, de transférer un joueur sans avoir les éléments de base qui permettent au club qui doit se renseigner sur le joueur, de savoir qui est le joueur. Aujourd'hui, vous voyez, vous faites venir un recruteur, le recruteur regarde le match à Yaoundé et à Douala, après il vous dit, il faut encore que je regarde le joueur sur 4-5 matchs. Bon, les 5 autres matchs doivent se jouer peut-être dans l'arrière-pays, dans des stades qui sont totalement des stades boueux. Finalement, le recruteur, il est découragé, il rentre chez lui, vous voyez. Donc, je vais vous dire un peu, voilà le contexte dans lequel. Pourtant, vous avez, il y a également une autre... L'agent de joueur n'est même pas forcément celui qui transfère les joueurs à l'étranger. C'est en Afrique que c'est comme ça à cause de la pauvreté. Quand vous voyez la quasi-totalité des agents de joueurs allemands, italiens, anglais, français, espagnols font les transferts sur le plan local. Ça veut dire qu'ils font les transferts. Un joueur, il part de Barcelone pour Madrid, de Valence pour un autre club d'Espagne. Vous avez Marseille qui ont transféré un joueur de Marseille pour Paris, de Paris pour Lyon, de Lyon pour Bordeaux, de Bordeaux pour Le Mans. Vous voyez, la plupart des transferts, c'est comme ça. Mais chez nous, l'agent de joueur est devenu comme un sauveteur qui doit faire en sorte que le jeune joueur ne vive plus dans la misère. Et ce n'est pas compliqué. Vous savez aussi quelles sont les conditions aujourd'hui de délivrance des documents de voyage pour les joueurs. Ce n'est pas facile. Ça ne dépend pas seulement de l'agent de joueur. Quand vous avez un gars qui est talentueux, même si vous trouvez un club pour lui, bon, vous arrivez à l'ambassade, on vous pose des conditions rédhibitoires pour la délivrance des visas. Il y a tout ça qui joue aussi. Maître Sikati, rassurez-nous quand même. Vous êtes agent de joueur. Oui. C'est vrai que vous avez été la plupart du temps sollicité pour votre expertise en matière de droit de sport, c'est cela? Oui. Vous avez quand même effectué quelques transactions. Bien sûr que j'en ai. Non, bon, en fait, je vous disais, dans le contexte, bon, j'ai fait, bon, c'est pas des gros transferts, vous savez, je ne viens pas sur votre plateau. Vous en avez quand même assez gagné. Oui, des transferts. Non, pas assez gagné, pas assez gagné. Pas assez gagné. Disons que j'ai un peu gagné, oui, mais pas assez gagné. J'ai fait des petits pas beaucoup de millions en tout cas. Non, disons que je suis intervenu dans des opérations de transfert sur l'Asie. Mais j'avoue que je n'ai pas encore fait un transfert sur les gros championnats européens. Et un jour, ça viendra. Et l'autre chose, je vous ai dit que je n'étais pas devenu forcément agent de joueur. Je reçois des joueurs tous les jours, je leur dis je ne peux pas parce que je ne suis pas disponible. Je travaille aussi avec les clubs dans le cadre du conseil du managérial sportif, dans le cadre de la défense des intérêts des clubs devant les instances juridictionnelles du sport. Vous voyez, je défends même des joueurs devant le tribunal arbitral du sport. Actuellement, j'ai un litige qui est pendant devant des instances juridictionnelles de la FIFA qui concerne des joueurs, un grand joueur professionnel. Je ne vais pas le citer parce que le secret professionnel m'oblige à ne pas le faire. Vous voyez, j'en ai d'autres devant le tribunal arbitral du sport, donc c'est comme ça. J'ai même des litiges qui ne concernent pas forcément les clubs camerounais. Alors, Maître Désiré Sikati a gagné quand même quelques millions, même s'il ne veut pas nous parler des chiffres. Tout de suite, on va passer à autre chose, Maître Désiré Sikati. Je l'ai indiqué à l'entame de ce programme, vous êtes également expert en droit de sport. Est-ce que dans l'environnement footballistique au Cameroun, il y a une méconnaissance du droit du sport qui nécessite forcément votre présence? Non, il y a une méconnaissance. Disons déjà, quand vous dites dans l'environnement footballistique, est-ce qu'il y a une méconnaissance du droit du sport? Disons plutôt qu'il y a une méconnaissance criarde du droit ou bien de la réglementation du football, vous savez. Parce que vous savez, les textes de la FIFA sont essentiellement dynamiques. Ça change tous les jours. Lorsque la FIFA tient un congrès comme le dernier qui a eu lieu à Madagascar, vous voyez, le dernier congrès, je pense que c'était à Madagascar si je ne me trompe pas, il est rare que la FIFA finisse un congrès sans modifier ses règlements. Donc, si vous voulez être au fait de l'évolution des règlements de la FIFA, bon, il va falloir les étudier tout le temps, les comprendre. Mais il s'avère tout simplement que les dirigeants sportifs n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les dispositions intellectuelles pour intégrer et s'accaparer les réglementations de la FIFA. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut des experts juridiques en matière de droit de réglementation du foot. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, le sport est devenu une véritable industrie. Ça veut dire que vous voyez des entreprises qui sont investies seulement dans le sport. En Europe, la plupart des clubs sont des sociétés anonymes. Est-ce que vous savez ce qui se passe? C'est des vraies entreprises. Ces clubs recrutent. Il y a des jeunes qu'on recrute qui travaillent. Les clubs en Europe ont des directeurs généraux. Je veux parler des clubs qui sont construits sous la forme de sociétés. Il y a des directeurs généraux pour les sociétés anonymes qui sont rémunérés. Il y a des directeurs sportifs, il y a du personnel. Alors, quand vous travaillez, si vous connaissez l'environnement du football, la réglementation du football, bon, je pense que vous pouvez aider les gens à développer le football comme en Europe. Mais si vous ne savez rien du tout, vous ne ferez jamais rien du tout. Maître Désiré Sikati, où en est l'affaire Unisport
Caïman. On vous a vu aux côtés de Caïman de Douala, si j'ai bonne mémoire. C'est relative aux qualifications, je crois que c'était les demi-finales de la Coupe du Cameroun. Vous avez certainement, vous n'avez pas eu gain de cause selon les dernières informations. À votre avis, c'était dû à quoi? Le dossier avait été mal ficelé à la base ou simplement... Non, je ne sais pas qui a dit qu'on n'a pas eu... Il faut faire une précision. Ce qui se passe, c'est que lors de la demi-finale retour qui a opposé Caïman, Unisport de Bafang à Caïman, Unisport a battu Caïman. Vous voyez? Mais il s'avère tout simplement qu'avant la défaite, les joueurs de Unisport, les dirigeants avaient été brutalisés. Et vous convenez avec moi que la brutalité est incompatible avec la pratique agréable du jeu, dont les joueurs de Caïman se sont retrouvés sur le terrain étant déjà fatigués par les coups. Ils ont donc été battus. La commission d'homologation et de discipline qui avait été saisie, elle a condamné Unisport à payer à des amendes. Mais elle a refusé de faire rejouer le match ou bien de disqualifier Unisport. La décision a été confirmée par la commission de recours de la FECAFOOT. Unisport, Caïman de Douala a saisi le comité olympique, la chambre de conciliation et d'arbitrage pour demander la disqualification de Unisport ou à défaut que le match soit rejoué. Mais avant même que la première audience ait eu lieu, le président de la République a demandé, il a fixé une date pour la finale. Ce qui fait que, bon, il n'était plus possible de faire rejouer le match de demi-finale, mais Caïman a eu gain de cause devant la chambre de conciliation et d'arbitrage parce que pour compenser tout le préjudice qu'il avait subi, la chambre de conciliation a condamné Unisport à payer la somme de 17 800 000 francs, je pense, au profit de Caïman. Donc je pense que c'est logique de comprendre que Caïman a gagné à la fin. Maître Désiré Sekati, tout de suite on va parler de tout à fait autre chose. J'imagine que vous suivez avec nous l'actualité au sein de l'instance fêtière du football camerounais. Vous avez certainement suivi l'élection de Iya Mohamed au cours de l'Assemblée générale élective du 19 juin dernier. Première question, une personne qui est détenue, qui est reconduite au poste au perchoir de la présidence d'une association comme celle-là, est-ce que dans un État démocratique, vous qui êtes homme de droit, cela est faisable, cela est compréhensible? Bon, mais déjà, il faudrait comprendre quels sont les principes élémentaires de la justice. Vous savez, il y a un principe fondamental qu'on appelle la présomption d'innocence. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas parce que vous êtes gardé à vue que vous perdez vos droits de citoyen. Il se passe que dans le processus électoral de la FECAFOOT, ce processus a été lancé longtemps à l'avance, avant l'interpellation de M. Iya Mohamed. Il y a les déclarations de candidature qui avaient déjà été faites, il y a les instances juridictionnelles, notamment la commission électorale des élections, qui avait déjà validé les candidatures et confirmées par la commission des recours. Et il y a une date qui avait été fixée pour la tenue de l'Assemblée générale, même si par la suite, il y a eu beaucoup d'incidents qui sont venus repousser la date. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le processus électoral avait commencé bien avant. Vous savez, ce qui se passe avec Iya Mohamed, c'est un peu comme si demain, le corps électoral est convoqué pour une élection présidentielle et que 3 jours avant l'élection présidentielle, il y a un candidat qui est arrêté et gardé à vue, alors que la Cour suprême a déjà vidé sa saisine sur la régularité de candidature. Vous pensez que cette personnalité qui est arrêtée et qui est gardée à vue n'a pas le droit d'être candidat? Parce que la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est que la garde à vue, c'est quoi? Il s'agit tout simplement d'une privation précaire et ponctuelle de la liberté. Même la mise en détention, c'est la même chose. Parce que quand vous mettez quelqu'un en détention, il peut recouvrer sa liberté, il peut être libéré à titre provisoire. Donc je veux dire que sur le plan juridique, l'élection de M. Iya Mohamed, ça tient. Maintenant, si vous voulez prendre la question sur le plan éthique, sur le plan des faits, sur le plan de la réalité sociale, on peut se demander, bon, est-ce qu'un président qui est embastillé peut valeureusement défendre l'intérêt de l'organisation pour laquelle il a été élu? Là, je pense qu'il y a un véritable problème qui se pose. On peut dire non. Vous voyez, aujourd'hui, M. Seb Blatter, il a fait une lettre pour féliciter M. Iya Mohamed, tout simplement parce qu'il se rend compte que M. Iya Mohamed, il est arrêté pour des faits qui n'ont rien à voir avec le football. Donc, pour résumer votre question, sur le plan juridique, la candidature elle est recevable, mais sur le plan éthique, ça pose problème. Alors, autre question, c'est qu'au cours de ce scrutin, il y a eu quand même
beaucoup de tractations. On a parlé d'une rencontre au niveau du ministère des Sports, réunissant pratiquement les deux parties qui étaient en conflit. Il s'agissait de trouver un consensus autour du bureau qui devrait diriger la Fédération camerounaise de football. Finalement, ce sont les partisans d'Ia Mohamed qui ont décidé de conduire le processus électoral jusqu'à son terme. La question qu'on a très rapidement envie de vous poser, puisque c'est la question qui revient de plus en plus, est-ce qu'il n'y a pas une urgence de l'harmonisation des textes de la FECAFOOT? Est-ce que la FECAFOOT n'est finalement pas, au terme de ce qu'on a pu voir là, un État dans un État? Déjà, la première chose, je vais commencer à répondre à votre question par la fin. Pour moi, je trouve qu'il est important et urgent d'harmoniser les textes de la FECAFOOT parce que honnêtement, quand vous les regardez aujourd'hui, vous convenez avec moi qu'ils sont en déphasage avec l'évolution du football moderne. Maintenant, vous avez posé un autre problème, c'est-à-dire est-ce que la FECAFOOT n'est pas un État dans un autre État? Vous savez très bien que la FIFA a sa façon de fonctionner. Vous savez que l'un des principes capitaux dans la marche du football, c'est l'indépendance des fédérations nationales. C'est le principe de la non-ingérence, tout simplement parce que, de par la FIFA, les fédérations nationales sont des associations privées qui ont le droit de gérer, de s'auto-gérer en parfaite autonomie. Ça veut tout simplement dire qu'à partir du moment où les pouvoirs publics au Cameroun ont décidé, dès le départ, de faire en sorte que la FECAFOOT soit membre de la FIFA, les pouvoirs publics ont accepté le mode de fonctionnement de la FIFA. Si demain, on veut amener la Fédération camerounaise de football à changer de cap, à revoir ses textes, à revoir son processus électoral, il faut le faire selon les directives de la FIFA. Mais il se trouve tout simplement qu'au Cameroun, l'administration a décidé d'imposer sa touche personnelle pour le renouvellement des organes dirigeants de la FECAFOOT et pour la modification des textes. Le gouvernement n'a pas tenu compte de ce que la non-ingérence du pouvoir public des autorités administratives est formellement prescrite par la FIFA. Maître Désiré Sikati, justement sur ce sujet, je voudrais vous interpeller une fois de plus. Vous avez parlé de non-ingérence, parlant des différentes associations de sport. Mais lorsqu'il y a des problèmes sur un stade, ce n'est pas la FIFA qui envoie des casques bleus. C'est encore l'État du Cameroun qui déploie les forces armées pour essayer de maintenir la paix. La FIFA est où? Elle est simplement là pour collecter l'argent. On arrive difficilement à comprendre quelle est la frontière entre l'autonomie de la FECAFOOT et la responsabilité de l'État du Cameroun. Non, mais je pense que la frontière, elle ne devrait pas être difficile à comprendre parce que si ça se comprend facilement en France, en Côte d'Ivoire, au Ghana et même au Nigeria, ça devrait être compris au Cameroun. Il s'avère tout simplement qu'au Cameroun, on a décidé de faire la résistance. On a décidé de faire un jumelage entre les textes de la FIFA et la pratique nationale de nos pouvoirs publics. Vous voyez, on veut qu'il y ait une alliance entre le fonctionnement de la FIFA et une certaine camerounité de la pratique des textes du football. Mais la FIFA n'admet pas ça. Donc, vous savez, quand vous prenez des pays tels que la France a eu un incident majeur pendant la Coupe du Monde, l'incident de Nashna. Tout le monde a su ce qui s'est passé. Lorsque Mme Bachelot a pris la parole sur les antennes et a dit que le président de la Fédération française de l'époque devait démissionner, le secrétaire général de la FIFA... Est-ce que ce n'était pas là une ingérence? Mais c'était justement une ingérence. Mais vous savez ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi? Le secrétaire général de la FIFA, sans attendre d'être habilité à cela par le président de la FIFA, M. Sepp Blatter, il a mis en garde les autorités administratives françaises de s'ingérer à nouveau sous peine d'exclusion de la France de la Coupe du Monde. Et vous savez ce qui s'est passé? Les autorités publiques françaises se sont retirées et ont tout simplement fait du lobbying. Ils ont utilisé du tact pour amener le président de la Fédération française de football à démissionner. Mais chez nous, on va à l'affrontement avec la FIFA. Et la FIFA n'aime pas ça. La FIFA, aujourd'hui, malheureusement, elle a plus de poids dans la pratique et la gestion du football que le gouvernement camerounais. Elle peut décider d'exclure le Cameroun. Le gouvernement ne fera rien du tout, vous voyez. Donc ça veut tout simplement dire que le gouvernement camerounais pourrait étudier des stratégies comme celles qui ont été par exemple appliquées en Côte d'Ivoire. Vous savez, M. Ouattara, il est arrivé au pouvoir. Il s'est trouvé que la Fédération ivoirienne de football avait à sa tête un président que M. Ouattara jugeait pro-Gbagbo. Il n'a pas voulu travailler avec lui, mais sans faire du grabuge, il a obtenu sa démission. Et aujourd'hui, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, on a quelqu'un qui est proche de Ouattara. Je ne dis pas que je soutiens qui que ce soit, Ouattara ou Gbagbo, mais je dis tout de même qu'il s'agit des stratégies. Je veux dire, il faut mettre de la diplomatie dans tout ce qu'on fait. Vous voyez comment la Côte d'Ivoire, ils ont réussi à bousculer un président sans frustrer la FIFA et avoir ce qu'ils auraient souhaité. Pourquoi le Cameroun n'a pas fait la même chose?
Et aujourd'hui, quand on parle même, est-ce que la volonté affichée, est-ce que les pouvoirs publics au Cameroun ont une volonté affichée et déterminée de faire partir Iya Mohamed dès le départ? Je ne pense pas. Je rappelle simplement qu'il est dans les geôles de la prison centrale de Nkondengui où il médite son sort depuis le 19 juin, même si c'est dans le cadre d'une autre affaire, il n'est plus en liberté. C'est dans le cadre d'une autre affaire. C'est peut-être là le déroulement, comment on va appeler ça? C'est le début d'un rouleau compresseur qui se met en place, Maître Sikati. Non, mais c'est justement un rouleau compresseur qui se met en place. Et quand vous regardez la concordance des faits, je veux dire l'interpellation, la garde à vue, la publication du rapport du contrôle des disputes budgétaires et financières, et même la mise en détention de M. Iya Mohamed, vous voyez qu'il y a un véritable rapprochement avec les événements, les élections à la FECAFOOT. Donc en réalité, tout laisse penser qu'on s'est servi de l'assaut des cotons pour extirper M. Iya Mohamed de la tête de la FECAFOOT. On n'a pas voulu affronter de la FIFA. Mais l'autre chose qui semble quand même surprenante, et sur laquelle il ne faut pas se taire, c'est que les pouvoirs publics de l'administration camerounaise, depuis le début du processus électoral, au niveau régional, départemental, n'a jamais donné l'impression d'avoir une position uniforme contre M. Iya Mohamed et toute son équipe. Parce que vous savez très bien que le ministère des Sports avait demandé le report de l'élection. Il y a eu des décisions qui ont été prises sur le plan local. Vous avez des préfets, des sous-préfets, ou bien des préfets qui interdisaient... Voilà, vous savez qu'il y a eu des élections locales dans certaines localités, alors que dans d'autres on interdisait. À Douala, par exemple, on interdisait, à l'ouest il y en a eu. Ça veut dire que même dans la démarche gouvernementale, on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une véritable ligne de conduite. Alors, pour sortir rapidement de ces affaires FECAFOOT qui donnent des insomnies finalement aux Camerounais, j'ai pratiquement envie de poser une toute petite question. L'affaire Marlène Nvuto, quelle inspiration cela vous apporte? Bon, vous savez, l'affaire de Marlène Nvuto peut être interprétée de deux façons. Est-ce que ce n'est pas le summum de la corruption quand même au sein de l'instance? C'est justement pour répondre à votre question que je dis elle peut être interprétée de deux façons. Vous savez, quand quelqu'un dénonce un fait, à première vue, celui qui n'est pas inculqué de la culture juridique, il peut se dire, ok, il a dénoncé, ça veut dire que c'est vrai. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de la dénonciation. Il faut vérifier si les éléments matériels qui sont servis par Mme Marlène Nvuto sont crédibles. Je pense que dans un premier temps, vu l'environnement dans lequel le football camerounais baigne, on est tenté de dire elle a raison. Il y a beaucoup de corruption dans le football camerounais. Ce n'est pas faux. Bon, mais maintenant quand on prend du recul, elle dit par exemple qu'elle a donné 100 000 francs à chaque membre délégué de l'Assemblée générale. Moi, personnellement, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment il est possible de donner 100 000 francs de façon sûre à chaque membre de l'Assemblée générale. Elle dit qu'elle a donné 5 millions à chaque membre du comité exécutif. Pour vous, Marlène aurait menti? Non, je dis tout simplement qu'il y a beaucoup d'éléments qui suscitent la curiosité. Vous savez, quand vous faites le décompte de toutes les sommes qu'elle dit avoir dépensées, ça fait dans les 150 millions. Et vous savez très bien que quelques jours avant les élections, elle avait été interpellée. J'ai lu dans la presse pour une affaire de 3 millions qu'elle aurait perçu des parents, elle n'a pas remboursé. Elle aurait remboursé 1 500 000 et signé une reconnaissance de dette pour 1 500 000. Bon, moi je me suis demandé comment quelqu'un qui n'est pas capable de payer 3 millions tout d'un coup peut avoir dépensé comme ça 150 millions sans s'entourer des garanties nécessaires. En tout cas, l'affaire... L'autre chose, c'est que si elle avait gagné les élections, elle n'aurait rien dit du tout. C'est parce qu'elle a perdu qu'elle a parlé. Donc, est-ce qu'on va se demander, est-ce qu'elle veut éclabousser ses adversaires? Ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. C'est le vôtre, en tout cas. Et très rapidement, je voudrais qu'on parle d'autre chose à présent, sortant de la FECAFOOT, pour parler des fédérations. On parle de la Fédération camerounaise de rugby qui est suspendue de toute compétition, je crois. On parle également du Tour cyclisme du Cameroun qui est également suspendu par l'Union internationale, je crois, du cyclisme, si j'ai une très bonne mémoire. Je voudrais simplement interpeller l'homme de droit. Quelle est éventuellement la ligne à tenir par rapport à cette affaire-là? Quelle est la ligne à tenir? Non, mais déjà j'ai l'impression que c'est la Fédération camerounaise de boxe qui a été suspendue parce que bon, les élections telles qu'elles sont passées, elles n'ont pas été reconnues sur le plan international. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette fédération qui a été suspendue et aussi la fédération de cyclisme. Alors, quelles sont les voies de recours, rapidement, vous qui êtes homme de droit? Non, quelles mais sont les voies de recours? Les voies de recours, c'est tout simplement, si vous regardez tous les textes, généralement, la plupart des fédérations internationales ont prévu le recours au TAS, au tribunal arbitral du sport,
lorsqu'il y a des décisions qui ont été rendues. Mais ça ne sert à rien d'aller devant les instances juridictionnelles internationales pour dépenser de l'argent quand on sait qu'on a tort. Si on se rend compte que sur le plan national, on a pris des mauvaises décisions, il vaut mieux recommencer le processus. Vous savez, quand le Cameroun a été suspendu, je pense que c'était en 2002, en 2004, oui, 2004 je pense, parce qu'il y avait le maillot Puma unique. Vous savez, le Cameroun a d'abord décidé de faire des recours devant la FIFA, mais on a compris ensuite que ça ne donnait rien parce que les lois de jeu disent que l'équipement du footballeur, c'est 3 pièces, le maillot, le short et les bas. Le Cameroun s'est désisté et a trouvé un accord avec la FIFA et a décidé de changer le maillot. Merci, maître. Merci, maître. Tout de suite, prochaine transition pour politique et société. La prochaine... Voilà, il s'est tenu à Yaoundé depuis lundi le sommet sur le golfe de Guinée qui a réuni pas moins de 11 chefs d'État. Plusieurs résolutions ont été prises au cours de ce sommet-là qui s'est achevé, c'était hier. Vous avez suivi également cette actualité-là. Est-ce qu'il faut attendre grand chose de ce sommet-là? Bon, mais je pense déjà, vu le contexte dans lequel se trouve la sécurité maritime dans le golfe du Guinée, est-ce que ces États-là peuvent véritablement faire quelque chose sans avoir l'appui matériel ou logistique des puissances étrangères? Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose dans ce golfe de Guinée-là? Vous savez bien qu'en Afrique de l'Ouest, ils ont quand même réussi à mettre sur pied une force multi-internationale, une force militaire multinationale qu'on appelle les Comores. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est une question de volonté et de disponibilité de fonds. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la piraterie maritime est devenue pratiquement quelque chose qui empêche les États qui sont dans le golfe de Guinée de trouver le sommeil. Un pays comme le Nigeria aujourd'hui voit son pétrole, les tankers qui transportent son pétrole être souvent détournés. Et il est dit, il est prouvé que 45% de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée se fait au préjudice du Nigeria. Donc je pense tout simplement qu'aujourd'hui, on est en face d'un phénomène qui est inquiétant, parce que depuis que le phénomène de la piraterie a recommencé dans le golfe d'Aden, on voit quand même qu'il tend à s'étendre aux autres compartiments de l'Afrique. Et aujourd'hui, le Cameroun a quand même, il faut aussi féliciter, le Cameroun a réussi à penser à la question bien avant, parce qu'au départ, vous savez très bien qu'on avait très souvent des attaques des rebelles du Maine. Aujourd'hui, bon, on en parle pratiquement plus. Si on en parle, hein, maître, on en parle. On parle au nord du pays, hein, on oublie très rapidement qu'il y a cette infiltration. Non, oui. J'ai parlé du Maine. Au nord du pays, il y a eu un rapt. Il y a des rebelles de Boko Haram qui ont enlevé des... Il y a des représailles quasi permanentes qui sont dénoncées, hein, maître Désiré Sikati. Oui, mais je parlais, on a le sommet de la piraterie, ça concernait le Golfe, ça concernait les pays du Golfe de Guinée et c'était la sécurité maritime. Au nord, le Cameroun n'a pas de débouché maritime sur la partie septentrionale. Donc je veux dire tout simplement qu'au niveau du Golfe de Guinée, je pense que c'est une bonne initiative et je voudrais également, il faut remarquer que le Cameroun a pensé à cette question bien avant parce que vous savez très bien ce qui s'est passé à Bakassi. Le déploiement militaire des forces du BIR a quand même permis aux rebelles de prendre un peu de recul et je pense que si on faisait la même chose, il faut tout simplement que les forces africaines se concentrent, se mettent ensemble. Mais la difficulté, ce n'est pas de tenir les sommets, de faire des gros discours. Il faut trouver des moyens après. C'est une victoire donc à mettre à l'actif du président Paul Biya. Disons, c'est une victoire du moins... Et non à mettre à l'actif du MRC. Non, écoutez très bien. Pour le moment, ce n'est pas le MRC qui a organisé. Le MRC constate. Le MRC n'est pas un parti de médisance. C'est ce que vous devez savoir. Si quelque chose est fait dans l'intérêt de la nation, le MRC sait le reconnaître. Parce que nous-mêmes au MRC, notre politique fondamentale, c'est le bien-être des Camerounais. Vous l'avez compris, on a rapidement fait la transition pour parler de votre parti politique, le parti de Maurice Kamto. Très rapidement, une autre question. Beaucoup pensent que ce parti-là, finalement... c'est un parti satellite du RDPC. Vous confirmez? Non, écoutez, ceux qui disent font des procès d'intention. Ce sont des champions du dénigrement qui ne connaissent pas le parti. Quand on dit que le parti est un parti satellite du RDPC, il faudrait donner la preuve d'un acte qui a été posé par le parti pour le compromettre au profit du RDPC. Vous comprenez? Il y a des partis qui ont passé des alliances politiques connues avec le RDPC. Le SDF, par exemple, fonctionne pratiquement comme une section du RDPC. Elle était circonstancielle, maître Désiré Sikati. Oui, non, c'est pas juste pour les élections sénatoriales, pas autre chose. Non, c'est pas circonstanciel parce que quand vous regardez comment, depuis un certain nombre d'années, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de collusion entre le SDF et le RDPC. Bon, n'eût été le fait qu'on a pris beaucoup de temps, je pourrais vous dire exactement de quoi je parle. Mais quant à dire que nous, au MRC, on est dans une logique de tromperie des Camerounais parce que demain, on entend faire une collusion avec le RDPC, je pense que c'est faux. Nous, on est là
là pour le rassemblement. On est un parti de rassemblement, d'unité, de progrès, de confiance et d'espérance. Tout à fait. Alors, on connaît quelle est la position de votre leader relative aux sénatoriales qui se sont déroulées. Vous étiez d'ailleurs contre. En tout cas, le MRC était contre. Les sénatoriales sont mis sur pied. Le Sénat est d'ailleurs fonctionnel puisque les sénateurs sont actuellement au niveau de l'hémicycle de Ngouaïkele où ils tiennent la session du mois de juin. Vous avez l'impression que ce que vous aviez dit avant servait à quelque chose? Non, mais écoutez, un parti politique a le devoir de sensibiliser les citoyens sur les questions de la vie politique. Maintenant, si le parti n'est pas au pouvoir, vous pouvez sensibiliser, critiquer, sans forcément avoir des moyens de faire que ça change. Le MRC a critiqué, a fait son devoir. Maintenant, il appartenait aux autorités qui sont en place, qui sont au gouvernement, qui dirigent alors, quelles sont les mesures. Quels sont les mobiles sur lesquels vous vous êtes appuyé, en tout cas, pour dénoncer cette élection sénatoriale-là? Des mobiles démocratiques. Lesquels? Vous ne pouvez pas avoir, par exemple, les textes disent qu'en attendant l'élection des conseillers régionaux, les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux. Il s'avère tout simplement que tous les conseillers municipaux qui ont procédé au vote des sénateurs ont été élus pour 5 ans. Leur mandat a été expiré depuis. C'est-à-dire leur mandat a été prorogé par décret présidentiel. Donc voilà donc des gens qui ont bénéficié d'une prorogation de mandat, une prorogation décrétale de mandat qui se retrouvent en train de voter des gens. Je veux tout simplement dire que leur scrutin, le corps électoral, le collège électoral qui devait voter les sénateurs n'était pas légitime parce qu'ils n'avaient pas de mandat démocratique. Alors, que dites-vous de la loi 6 alinéa 4 de la réforme qui a été amorcée, c'était le 14 avril 2008 et qui indiquait curieusement qu'en cas de la non mise sur pied des conseils régionaux, eh bien, le corps électoral de ces sénatoriales-là devrait être uniquement constitué des conseillers municipaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes allé vite en besogne et que vous qui êtes finalement un parti d'élite, il faut qu'on le dise avec pas mal d'intellectuels, vous avez péché là-dessus parce que vous n'avez pas vraiment puisé dans le code électoral? Non, il faut faire attention. Nous avons dénoncé le fait que le code électoral autorise le président à faire une prorogation de mandat. Vous voyez, par décret, nous savions pertinemment que la loi l'a prévu. Mais est-ce que cette loi, elle est légitime? Nous disons non. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un... Ce sont des textes qui sont votés par l'Assemblée nationale. On ne pourrait remettre aucunement en question la légitimité des textes qui passent par voie législative. On peut remettre la légitimité des textes à partir du moment où ces textes ne sont pas conformes aux valeurs démocratiques. Je ne comprends pas que un conseiller municipal qui a été élu, demain se retrouve en train de procéder à l'élection d'un sénateur alors qu'il est en dehors de son mandat. Il a bénéficié d'une prorogation de mandat par décret. Ça veut tout simplement dire qu'on a remplacé le suffrage populaire par le suffrage du décret. Et vous savez très bien que le suffrage du décret, ça n'existe nulle part dans aucun système de démocratie. Je voudrais qu'on parle à présent de votre programme politique très rapidement puisque la réalisation nous indique qu'on a une portion congrue qui nous est désormais accordée. Votre parti propose quoi pour l'émergence du Cameroun? On sait que le président Paul Biya, avec le RDPC, nous a parlé du document de stratégie de croissance et l'emploi qui est finalement la boussole de ce parti-là pour son émergence. Au niveau de votre parti, on se rallie à cette démarche-là? La première chose, c'est que quand vous lisez le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, vous vous rendez compte que le RDPC, le régime en place, est pratiquement en décalage avec les prévisions qui sont contenues dans ce document qu'il a lui-même établi. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça comme une mise progressive sur des différentes dispositions de ce document-là? Non, mais si vous dites que c'est une mise progressive, ça veut dire tout simplement que vous rentrez dans le concept des suppositions. Parce que si ce qu'on a promis de mettre sur pied aujourd'hui n'est pas là, comment faites-vous pour savoir que demain ce sera là? Mais en tout cas, nous, vous nous avez demandé quel est notre programme. Nous, au MRC, on a un programme de société qui est solide, qui est fiable. On a un programme de société pour l'avenir. Nous sommes un parti de rassemblement, un parti d'unité, un parti de fraternité. On n'est pas un parti de division et de rejet. Vous savez, nous, on a un programme économique, une lutte accrue contre... Quels sont les deux piliers de votre programme économique, très rapidement, parce qu'on parle d'émergence et j'imagine que vous également, vous épousez cette idée-là. Le premier pilier de notre programme économique, n'est-ce pas, c'est d'abord, nous allons lutter contre le chômage. En faisant quoi? Mettre des incitatifs. Par exemple, si vous décidez, par exemple, de réguler la fiscalité des entreprises, en créant des zones franches industrielles, vous donnez des... Mais c'est fait, on a des zones franches, on a la zone de Bassa, on a la zone industrielle de Bassa, on a celle de Bonabéry, ça fait quand même deux zones franches. Non, écoutez, en tant qu'avocat, j'ai des clients qui travaillent dans ces zones franches, qui
payent des impôts. Donc ce sont des zones franches qui n'existent que de nom. Quand je parle de zones franches, c'est-à-dire donner la latitude aux entreprises qui viennent d'être créées de travailler pendant un certain temps à l'abri de la pression fiscale. Une entreprise qui peut être à l'abri de la pression fiscale peut faire ce qu'on appelle une économie d'échelle. Elle peut réinvestir beaucoup de revenus et créer des emplois. À côté de ça, il faut dynamiser les opérateurs économiques privés, c'est-à-dire il faut leur donner des débouchés sur le plan international. C'est ce que nous entendons. En tout cas, le programme économique du MRC il est tellement vaste que pour en parler, je ne suis pas sûr qu'une heure d'émission, ça pourrait suffire. Alors, Maître Désiré, merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est vrai que la portion congrue consacrée à ce programme ne nous permet pas d'éplucher pratiquement tous les sujets, mais je vous remercie déjà d'avoir répondu promptement à notre invitation. Le plaisir était pour moi de participer sur le plateau pour la toute première fois avec vous. C'était un véritable délice et je vous en remercie. Alors, tout de suite, juste pour dire merci à l'ensemble de l'équipe de production. Merci également à Madame Mohamed, qui est la directrice générale de LTM Télévision, qui a permis à ce que ce programme soit remis sur la sellette. Merci à l'ensemble de l'équipe de production. Restez sur le programme de la télévision LTM qui se poursuivent. Rappelons que le journal, ce sera à 20h. C'est toute la grosse équipe de la rédaction qui vous propose donc la grande information sur LTM Télévision. Merci Madame, Monsieur. Au plaisir. Au revoir.